Est-ce le signe que la Chine s'engage clairement et physiquement aux côtés de la Russie dans ce conflit? En tout cas, Pékin va envoyer des troupes en Russie pour participer à des exercices militaires conjoints. Ça va se passer à la fin du mois. L'éclairage dans LCI Midi d'Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine. Bonjour à vous. Alors, officiellement, il s'agit d'approfondir la coopération entre les deux pays. Il n'y a pas de rapport avec l'Ukraine, mais il faut y voir quoi selon vous? Alors, il faut y voir l'approfondissement de la coopération dans tous les domaines entre Pékin et Moscou. Ce n'est évidemment pas la première fois que les armées russes et chinoises participent ensemble à des exercices militaires, y compris dans le pourtour de l'Europe. Dès 2015, il y avait eu par exemple des exercices conjoints en mer Méditerranée, et c'était en 2018 pour la première fois que l'armée populaire de libération avait participé à ces grands exercices de l'armée de terre russe qu'on appelle le Vostok, ceux auxquels les armées chinoises participeront dans les jours qui viennent. Donc on est dans l'approfondissement de cette coopération qui est dans tous les domaines, mais y compris dans le domaine militaire. Et cela n'a pas d'impact direct et cela ne veut pas dire que la Chine va s'impliquer militairement dans la guerre en Ukraine. Il y a depuis le début de la guerre un soutien implicite de Pékin à Moscou. Il y a la volonté de Pékin d'utiliser la guerre en Ukraine pour essayer de discréditer et de critiquer les États-Unis et plus largement les pays occidentaux, mais il n'y a pas la volonté chinoise pour l'instant de s'impliquer directement dans le conflit. On ne peut y voir qu'une provocation vis-à-vis des États-Unis. Enfin, ce n'est pas le seul motif, mais Washington doit voir cela d'un très mauvais œil. Oui, alors évidemment, on peut faire le lien avec ce qui se passe en Ukraine, mais encore une fois, cette coopération militaire sino-russe, elle est ancienne. Ces exercices militaires conjoints sino-russes, ils sont anciens. Et ceux qui vont avoir lieu dans les jours à venir ne sont pas d'une ampleur particulière par rapport à ceux auxquels la Chine a pu déjà participer. On note par exemple que l'année dernière, ou il y a 2 ans, pour la première fois, il y a eu des patrouilles de dissuasion conjointes entre la Russie et la Chine, par exemple, en Asie, c'est-à-dire au-dessus de la mer de Chine de l'Est et au-dessus de la mer du Japon. Ça, par exemple, c'est une intensification en termes de la nature des exercices entre l'armée chinoise et l'armée russe. Mais la participation, encore une fois, de la Chine à ces exercices précisément dans quelques jours, même s'ils s'intègrent évidemment dans ce contexte politique qui est celui de la guerre en Ukraine, ne sont ni sans précédent, ni n'indiquent une évolution spécifique de la relation entre les deux pays, une relation qui s'est profondément accrue le 4 février dernier, vous vous en rappelez, lorsque les deux dirigeants, Xi Jinping et Vladimir Poutine, se sont rencontrés à Pékin en marge de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Oui, juste pour qu'on ait une idée, ça représente quoi l'armée chinoise en termes d'effectifs? Alors, l'armée chinoise, aujourd'hui, on est à peu près sur 2 millions de membres. On était à 2,3 millions il y a quelques années. Il y a eu une réduction qui a été annoncée en 2019, donc 2 millions de membres. On a une professionnalisation croissante des armées chinoises et surtout la volonté de moderniser sur le plan qualitatif, mais aussi quantitatif, les équipements chinois. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, hein, le budget militaire chinois, il a été multiplié par 6 ces 20 dernières années. Et on dit souvent qu'en l'espace de 3 ou 4 ans, la Chine met à l'eau, par exemple, en termes de tonnage, l'équivalent de la flotte française. Quand même, un sang. Oui, à l'appui de ce que Antoine Bondaz vient d'expliquer, moi je me souviens très bien effectivement de la version 2018 des exercices Vostok, les plus amples de l'histoire de la Russie moderne. C'était quand même 300 000 soldats. Côté russe, hein, j'entends. 1000 aéronefs, il y avait 80 navires de guerre, 36 000 blindés. Et la contribution chinoise, en quelque sorte, elle se limitait à 3500 Ouais. militaires associés. Et d'ailleurs, au passage, on convie également d'autres pays de la région. Alors, il y a un autre élément sur lequel je solliciterai volontiers l'expertise d'Antoine Bondas, c'est qu'il y a un sous-texte derrière tout ça. On nous parle d'un axe incoercible entre Pékin et Moscou. Mais je crois me souvenir quand même qu'il y a des contentieux territoriaux, certes anciens, qui ont laissé des traces. On a très souvent vu, notamment à l'époque de Mao, des références dans le quotidien du peuple aux traités inégaux. En fait, il y a eu par exemple une annexion de fait d'une partie de la vallée du fleuve Amour et me semble-t-il aussi de l'Ussuri. Et j'aimerais lui demander, à Antoine Bondas, si effectivement il reste quelque chose de ces amertumes historiques ou si elles ont été balayées. Alors aujourd'hui, elles sont balayées sur le plan politique,
puisque l'objectif pour Pékin, c'est de créer, entre guillemets, un front anti-occidental et donc de critiquer avant tout les États-Unis et les partenaires et les alliés des États-Unis. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant, hein. Les autorités chinoises parlent souvent de ce qu'on appelait au début du XXe siècle l'Alliance des Huit, qui est responsable notamment du sac de Pékin en 1901, et la Russie en faisait partie. La Russie faisait partie de ces 8 puissances occidentales, mais évidemment, les autorités politiques chinoises en matière de propagande évitent soigneusement de le mentionner lorsqu'elles utilisent aujourd'hui cette référence historique pour critiquer les Occidentaux et les Européens. Donc, il reste une méfiance, non pas tant de la Chine envers la Russie, ce qui a été le cas pendant des décennies. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 1960, l'URSS est un ennemi pour la Chine et que l'ensemble du dispositif de force chinois va des années 60 jusqu'à la fin de la guerre froide, fin des années 80, début des années 90, être designé pour faire face à un risque d'invasion septentrionale continentale, c'est-à-dire par l'URSS, et que tout ça change au début des années 90 avec une menace qui devient avant tout méridionale et aéronavale, si on peut dire, venant des États-Unis. Donc la méfiance aujourd'hui, elle n'est pas tant du côté de Pékin que du côté de Moscou sur certains domaines, notamment Moscou s'inquiète de la montée en puissance rapide de l'armée chinoise, notamment sur le plan technologique, sur le plan qualitatif, et y compris ces derniers jours, il y a des informations dans les journaux russes, mais ce n'est pas du tout nouveau, de tentatives d'espionnage de la Chine sur des entreprises russes. Et ça, c'est une inquiétude, c'est-à-dire le rattrapage technologique de la Russie par la Chine, alors même que pendant les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, la Russie reste un partenaire extrêmement important pour la Chine, notamment en matière de livraison d'armes. Souvent, si la Chine, c'est l'ami dont la Russie doit se méfier, comme nous le dit Antoine Bondaz. Je ne pense pas que la Chine soit l'ami de qui que ce soit à la date d'aujourd'hui et que son seul objectif, c'est d'être la première puissance du monde. Je pense que M. Bondaz dira pas le contraire. Le but de la Chine, c'est être la première. Bon, maintenant, si on doit déjeuner avec le diable, on le fera. Pour l'instant, il y a des convergences d'intérêts. Quant à l'image qui est présentée par ces manœuvres, il est certain que je ne mettrai pas ça sur le plan chinois. Je dirais faire des manœuvres en temps de guerre de l'autre côté de la Russie, je suis un petit peu surpris, alors que même si c'est une opération spéciale en Ukraine, mais qui a consommé beaucoup de moyens, on trouve encore le moyen de faire des manœuvres à l'est de la Russie et des grandes manœuvres. Ça prouve que tout ça, c'est pour nous montrer qu'il y a encore des forces, qu'on est encore capable de le faire. Quand on regarde les effectifs tels qu'ils étaient connus au début de la guerre, on se demande où Poutine va les trouver. Ensuite, ça veut dire aussi, je continue de faire comme si rien ne se passait. Je mène des manœuvres. Et là, avec la Chine, qui est quand même un poids important, il y a quand même des convergences d'intérêts, notamment au Conseil de sécurité, me semble-t-il. On a beaucoup de rumeurs sur ce que pourrait faire la Chine. Le fait de Taïwan aussi, l'affaire de Taïwan, quand même, à mon avis, pèse aussi, puisque dans les deux conflits, enfin les deux crises, la guerre et la crise taïwanaise, il y a quand même le même personnage important qui dérange tout le monde du côté russe et chinois, les États-Unis. Antoine, votre réaction, Antoine Bondaz? Alors, bien sûr, évidemment, le point commun entre la Russie et la Chine, c'est cette relation conflictuelle, si on peut l'appeler ainsi, avec les États-Unis et la volonté de créer une sorte de front anti-occidental. Et c'est avant tout ça, aujourd'hui, la convergence entre Moscou et Pékin. Et il y a souvent eu une erreur d'interprétation, y compris du côté français et au plus haut niveau, de penser qu'on pouvait essayer de détacher la Russie de la Chine, essayer d'arrimer la Russie par rapport notamment aux pays européens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux régimes, que ce soit à Moscou et Pékin, ont un concept de sécurité nationale qui n'est pas uniquement une question de sécurité militaire. C'est avant tout une question de sécurité politique. Et aujourd'hui, la Chine n'est pas une menace pour le régime russe et la Russie n'est pas une menace pour le régime chinois. Ça ne veut pas dire que les deux pays sont parfaitement alignés, ça ne veut pas dire que leurs intérêts sont toujours convergents, ça reste des compétiteurs sur de nombreux domaines, mais en tout cas, disons qu'ils ont un ennemi ou en tout cas un adversaire commun que sont les États-Unis et plus largement les Occidentaux, parce que notamment sur le plan politique, ils présentent un modèle de gouvernance qui remet en cause, de fait, directement, un exercice du pouvoir autoritaire. Et puis sur la question de Taïwan, c'est extrêmement intéressant d'avoir vu une sorte de retour d'ascenseur, de renvoi d'ascenseur de la part du président Poutine, qui s'est exprimé à Saint-Pétersbourg, si je ne me trompe pas, il y a 2 ou 3 jours, et qui a mentionné explicitement Taïwan en critiquant les provocations américaines. Et évidemment, encore une fois, l'objectif, c'est d'afficher une sorte de front commun sino-russe, même s'il n'y a pas d'alliance et même si la convergence d'intérêts reste limitée, elle est avant tout politique, bien plus aujourd'hui que purement militaire.
Sur le registre de la méfiance réciproque et de la rivalité, un petit détour par l'Afrique. Dans l'Afrique postcoloniale, on a beaucoup parlé de la guerre froide, mais il y avait une guerre froide dans la guerre froide qui était la lutte d'influence entre le communisme de la chapelle Moscou et celui de la cathédrale Pékin. Et les régimes progressistes, lorsque le joug colonial a été levé, donc dans la décennie 60, avait souvent l'embarras du choix entre la sollicitude de l'un et la sollicitude de l'autre. Alors, ce qui a changé aujourd'hui, cette rivalité persiste d'ailleurs, sous une autre forme. C'est-à-dire que la puissance économique chinoise est telle que c'est le vecteur d'influence numéro un. À l'inverse, le retour de la Russie, je dis bien le retour et non pas l'irruption de la Russie sur le continent africain, se fait en général par le canal d'abord de la livraison d'armement. Avec les armements viennent les conseillers et les instructeurs. Avec les conseillers et les instructeurs viennent les influences de nature beaucoup plus Alors que la Chine, politique. c'est plutôt le commerce. Absolument. Ouais. Mais ça reste aussi un champ de bataille d'influence. Juste d'un mot, Nadejda, simplement l'opinion russe, elle voit comment la Chine? Oui, Comme un ami? si on descend sur le niveau de vie ordinaire, les Russes de Sibérie, ils sont bienveillants à propos des Chinois, parce que pour eux, c'est un peu la terre de rêve, je dirais. Mais tout d'abord, Sibérie est vide de gens, et en plus, Sibérie vide des hommes et des maris chinois. Ils sont considérés comme des bons maris pour des femmes russes. En plus, beaucoup de business chinois à Sibérie, y compris des business légitimes en tant que coupage de bois par manière impitoyable et légitime. Mais les Russes, ils sont plus bienveillants sur le niveau ordinaire que politique. Et en plus, ça leur donne la chance de survivre parce que le produit chinois est toujours moins cher. Merci à tous les trois et je remercie également Antoine Bondaz, notre spécialiste de la Chine. On va revenir dans un instant sur ce plateau pour parler de la menace qui monte d'un cran du côté de Vladimir Poutine, mais à l'extérieur de l'Ukraine cette fois. Vous allez voir qu'il a fait installer des missiles supplémentaires à Kaliningrad pour narguer en quelque sorte l'Europe et l'OTAN. À tout de suite.